Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa, InfoSAC, de l'espace francophone. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Vous savez, une organisation qui a été créée en 1945, qu'on appelle Nations Unies, qui a commencé avec l'idée la Société des Nations, l'Afrique 54 États, toujours participé. Mais le premier conflit, c'était la guerre. On a dit l'Europe était en ruine. Et à part cette organisation, l'Europe, on a vu aussi le plan Marshall, mais les conflits africains, qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? Et le 79e Assemblée générale va apporter quoi de neuf? Heureusement, dans ces plateaux, il y a des habitués. À ma droite, c'est un juriste. Il va essayer de nous dire, et c'était bon, cher Gandhi, le Parisien de Kinshasa, j'ai toujours l'habitude de dire ça. Et puis, le professeur d'un institut de commerce, est-ce qu'on gagne? Parce que ces échanges, c'est pas gratos aussi. Hein? L'IEC, qui est le col de hautes études du 24 novembre. Bienvenue, les deux personnalités qui sont dans ce plateau. Je commence par le professeur. Hein? Vous nous enseignez les échanges économiques, tout ça, ainsi de suite. Est-ce que le 79e Assemblée générale des Nations Unies, qu'est-ce que l'Afrique peut faire? Ça va changer quoi? Merci d'abord pour cette invitation. Et on va analyser les deux discours, Joe Faye, le Sénégalais, et celle de le président Tshisekedi. Ok, je disais merci pour l'invitation. J'en profite aussi pour saluer mon co-débatteur. Le problème des Nations Unies, je me dis toujours, c'est quelque chose de rapport de force. Donc, tant que l'Afrique n'aura pas le même force que l'Europe, que les États-Unis, on ne peut rien attendre de tout ce qui se passe là-bas. J'ai même envie de dire c'est comme du théâtre de chez nous. Donc il faut d'abord que l'Afrique arrive à démontrer de quoi il est capable, sa force. C'est à ce moment qu'on peut attendre quelque chose de tout cela. Mais sinon, pour moi, je me suis dit, bon, ils passent leur temps, beaucoup de choses. L'Afrique ne peut rien attendre de tout cela. Mais tous les chefs de l'État participent depuis qu'on a créé cette organisation. Pensez-vous vraiment que si l'Afrique ne gagnait pas? Et je vous rappelle qu'il y a des contingents onisiens ici, hein, le casque bleu. Si on ne gagnait pas, mais ils sont là. C'est grâce à cette organisation, prof. Oui, je prends juste l'exemple du Congo. Il y a eu MONUSCO qui était ici. Mais tout le monde a déploré. Tout le monde a demandé le départ de MONUSCO. En réalité, qu'est-ce que MONUSCO a fait? Avec des budgets, je ne sais pas, colossal. MONUSCO était là. On tuait nos frères et sœurs à Goma. Ils sont toujours là, non? Ils sont toujours là. Mais pourquoi on demande leur départ? Parce qu'on s'est rendu compte que ce que les Congolais attendaient de MONUSCO, des Nations Unies, ce n'est pas ce qu'on vit. On vit autre chose. Mais ce sont des traités qui se font en bilatéral. C'est normalement les États, quand ils invitent, quand l'ONU arrive, il y a des textes. Est-ce que le MONUSCO, ils sont venus pour combattre ou pour maintien de l'ordre? Quelle était la mission pour la République démocratique? Ah oui, le mission du départ, c'était c'était tout à fait normal. Ils sont venus pour maintenir de l'ordre. Mais à un certain moment, la RDC a demandé qu'on change cette mission-là. Que la MONUSCO soit aussi capable d'intervenir. Parce que ça sert à quoi vous maintenez des ordres pendant qu'on est en train de tuer la population? Vous êtes là. Quel maintien d'ordre vous êtes en train de faire? Faites quoi? Et lorsqu'on vous demande d'intervenir, c'est là où le bas blesse. On n'a pas vu cette intervention de l'ONU par rapport à la RDC. Du point de vue... ça dure des décennies, 3 décennies. 3 décennies qui sont là. Les résultats sur terrain, c'est lequel? Quel est le résultat sur terrain? On va revenir vers vous, cher Gandhi. Oui. Le budget annuel, par exemple, l'exemple des MONUSCO, parce que nous savons que le sujet, c'est le 79e Assemblée générale. Le budget,
qui fonctionnent avec? Combien à peu près? Vous avez parce que nous sommes dans une chaîne Je suis économique. loin de connaître le budget. Je sais que chez nous, à un moment donné, ils dépensaient jusqu'à 2,5 milliards. Ça a baissé un peu, on est autour de 1,5 milliard. Le budget des Nations Unies, je ne connais pas, c'est colossal. Donc c'est un peu à l'image des budgets des États comme les États-Unis ou de la France. Non, c'est des budgets, c'est incommensurable par rapport à ce qu'on peut imaginer. Ça peut faire développer en une semaine la République démocratique du Congo. C'est un budget colossal. Mais ils dépensent beaucoup d'argent. Et puis il y a beaucoup de contributeurs comme les États-Unis qui donnent beaucoup d'argent. C'est ce qui d'ailleurs explique son influence au niveau des Nations Unies, au niveau des structures des Nations Unies et puis des structures annexes aussi aux Nations Unies, puisque les Nations Unies, il n'y a pas que l'Assemblée Générale, il n'y a pas que le Conseil de sécurité, il y a pas mal d'organismes qui se greffent aux Nations Unies. Mais les Nations Unies, il faut le dire, pour expliquer et comprendre notre place au niveau international. Il faut se dire que, vous l'avez dit, je crois en introduction, que ça arrive à un moment donné où il y a un affrontement au niveau de l'Europe, du monde même, puisque notre pays a participé à la Première comme à la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu un conflit entre les Occidentaux d'un côté et les Allemands, Italiens et Japonais de l'autre. Vous savez que l'Afrique a contribué militairement, on parle beaucoup, surtout en France, les tirailleurs sénégalais. Ça ne veut pas dire que ce sont des Sénégalais. C'était les Africains, même les Congolais. Les Congolais étaient présents. Mais nous, on a beaucoup plus combattu par ici. On a combattu au niveau de l'Afrique de l'Est, Rwanda, Burundi, Namibie, des pays comme l'Éthiopie, etc. Là, c'est là que nous avons combattu. Mais les Nations Unies ont été établies par rapport à l'option européenne, l'optique européenne pour sauvegarder la paix. Après l'échec de la Société des Nations, sauvegarder la paix au niveau de l'Europe occidentale et subsidiairement du reste du monde. Donc on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on ait une place en or dans ces conglomérats d'États, dans la mesure où, quand on a mis en place cette organisation, on était encore des colonies. Nous, on dépendait de la Belgique. Le Rwanda, en tant que protectorat, dépendait aussi de la Belgique, Rwanda-Burundi. Les autres dépendaient de la France comme de la Grande-Bretagne. Donc on n'était pas indépendants. Donc on ne pouvait pas souffler un mot par rapport à nos conditions. Mais certes, les Nations Unies ont joué un rôle déterminant par rapport à nos indépendances sous l'influence américaine. N'eût été l'influence américaine qui avait demandé, qui avait exigé qu'il y ait une certaine autonomie des pays africains notamment, on ne serait peut-être pas indépendant aujourd'hui. Et encore, l'indépendance, on le dit, puisque pour se faire comprendre, l'indépendance réelle, on ne l'a jamais acquis. Nous avons eu, on nous l'a octroyé, notamment le cas du Congo. Mais si vous dites ça, prenons par exemple le cas, à chaque fois quand on a des élections dans des pays africains, nous savons bien qu'il y a aujourd'hui dans le continent, on peut avoir une dizaine de missions onisiennes. Dans des pays où il y a beaucoup de conflits, on voit en Libye, on voit au niveau de la République centrafricaine, on voit aussi, je crois, du côté de Niger, ici à Kinshasa, et en période électorale, nous n'avons pas la logistique, comme il n'y a pas de route, ainsi de suite. Donc, lorsqu'ils donnent leur logistique, là, vous ne gagnez pas. Vous ne voyez pas que c'est grâce aussi à ce genre d'organisation que l'Afrique, oui, il faut qu'on se dise ce qui s'est fait sur le terrain. On voit qu'en Afrique, à chaque fois, quand il y a des élections, 3/4 des temps, là où il y a des zones en conflit, c'est la logistique internationale, et quand le cas de la démocratie du compte MONUSCO, qui vous donne des hélicos, tout ça, ainsi de suite, pour un peu parcourir. Même dans certaines zones, on voit que les officiels sont escortés avec la présence, même les opposants, on voit, c'est autour de ça. Les cas font légion. Oui. Vous avez vu, c'est sous la toile en ce moment, le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, les gens commencent à sortir de bois pour dire la vérité, que Laurent Gbagbo avait gagné les élections, vu qu'il y a eu un petit problème entre Laurent Gbagbo et les présidents français. Ils ont changé la donne. Ils ont décidé que c'est l'autre qui a gagné. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez vu à un moment donné au Togo ou au Bénin, au Togo, où il y a des élections en pleine journée, les militaires viennent voler les urnes. Mais maintenant, si vous dites... devant tout le monde. Si vous dites, le cas du Congo, vous avez vu les dernières élections
où, avant que Kabila ne parte, Kabila ne voulait pas partir, où les États-Unis, les Nations Unies, l'Occident en général a décidé que Kabila doit partir, quel que soit le moyen. Vous avez vu comment les élections se sont passées plutôt dans les pourparlers entre les représentants des Nations Unies, au nom des États-Unis ou de l'Occident, qui ont décidé qui sera président de la République. Oui, mais prenons par exemple le cas, je vous relance, le cas par exemple des élections législatives anticipées en France. Oui, oui. La France aussi est membre de l'Organisation des Nations, qu'on appelle les Nations Unies. Comment fait-il lorsque Mélenchon, on dit que c'est lui qui a gagné avec Front de Gauche, pourquoi les Nations Unies ne parlent pas? Pourquoi si c'est en Afrique, on voit que les Nations Unies parlent? Non, c'est pas la même chose. Avant de laisser la parole à mon collègue, oui. La France, c'est différent. Tu sais qu'en France, quand il y a des élections, il y a des élections. Oui. Il peut y avoir des erreurs ici ou là, il peut y avoir des tricheries ici ou là. Ce n'est pas un gros pourcentage. Mélenchon dit qu'il a gagné les élections. Non, personne n'a gagné les élections. Mais il est en tête. Il est en tête au niveau des partis, mais il n'a pas un pourcentage. Il n'a pas eu un pourcentage qui permette à ce qu'il ait une majorité. En France, personne n'a gagné les élections. Il y a eu 3 groupes. Des gens qui sont arrivés en tête. Et quel est le premier groupe? Il est premier par rapport au fait qu'il peut avoir 5 ou 10 points de plus, mais n'est pas premier groupe dans le sens où, quand on regarde le texte, ils ne peuvent pas conduire le gouvernement, la politique du gouvernement. Non, il faut une coalition. Il faut qu'il y ait 2 partis, voire même plus, pour qu'on puisse sortir une majorité. Mais si ça se faisait dans le continent, le vieux continent qu'on appelle l'Afrique, pensez-vous vraiment que vous devez parler comme vous êtes? Mais eux, ils arrivent à s'organiser, à s'arranger, malgré qu'il y a des contestations. Tandis que chez nous, quand c'est comme ça, vous ne verrez pas qu'il y en a qui vont se mettre à aller monter leur parti politique, leur groupe rebelle. On n'a pas la même mentalité. Est-ce que Mélenchon est parti, je ne sais pas, en Italie ou avec un groupe de gens en disant on va combattre le gouvernement, tandis que chez nous, ici, c'est quoi? L'autre fois, Pétain aussi, c'est rallié, donc vieux comme le monde. Donc maintenant, vous dites que l'Afrique ne gagne pas, que si je suis le professeur. Alors, pourquoi maintenant on va? Non, on va quand même pour peser. On va pour peser. Quand par exemple le président de la République parle qu'on revienne sur une certaine équité sur le plan des relations économiques et commerciales, on part pour influer. Pour qu'on prenne en compte aussi notre place. Quand on parle de l'inclusion des relations économiques internationales, notamment au travers, par exemple, la croissance. Vous savez que nous avons, par exemple, le cas du Congo, nous avons une croissance positive qui arrive des fois à 6%. Autour de 6%. Avec un taux de chômage qui est de combien? Non, mais c'est pour ça que je vais m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui explique qu'on ait une croissance de 6% et que le peuple, comme tu le dis, la population ne les ressent pas, puisque cette croissance n'est pas inclusive. Elle s'est faite dans quel secteur? Elle s'est faite dans le secteur économique, dans le secteur où il y a chez nous. Si tu vois des milliards que nous gagnons au niveau de l'extraction de matières premières, mais c'est beaucoup, ça peut développer ce pays. Sauf que dans cette extraction, nous n'avons que à peu près 10 à 12% de retour par rapport au montant que nos entreprises, les entreprises étrangères... Mais ça, ce n'est pas la faute des Nations Unies. Ça, non, c'est toujours dans le système international, les entreprises extérieures, là, compte tenu de leur force, c'est eux qui imposent, puisque c'est eux qui financent, c'est eux qui investissent. Donc, ils prennent le maximum, même si par ailleurs, pour corriger cela, nous avions dit, dans les 100% qu'ils gagnent, au moins en dehors de ce qu'ils nous donnent des 10 ou 12%, qu'ils puissent rapatrier leurs bénéfices au moins à hauteur de 60%, que ça puisse circuler au niveau du système financier congolais et faciliter les investissements. Ils ne les respectent pas, on n'a pas la force. Les gens qu'on met dans le gouvernement, quand on le sous-doit, on leur donne les enveloppes kaki, on le sait ici, et c'est fini, personne n'est regardant là-dessus. Pourtant, c'est une loi votée ici, ça pose un problème. Donc, il n'y a pas d'équité, on se bat à la fois pour arriver au niveau de l'équité, on se bat également, comme le président est intervenu, je crois, plusieurs fois sur le plan économique, pour la protection des ressources naturelles, notamment dans la transition énergétique, etc. On se bat dans ce sens-là. Dans ce sens-là, on demande à ce que, puisque nous protégeons la nature mondiale, nous sommes le 2e poumon
de ce côté-là sur le problème lié à l'environnement, mais on voudrait aussi que nos populations, là où il y a des protections de la nature, ces populations-là puissent aussi retirer le marron du feu, c'est-à-dire leur épingle du jeu, c'est-à-dire arriver à avoir des moyens pour pouvoir développer d'autres secteurs de la vie socio-économique. Prof, mais qu'est-ce qui fait que cette organisation, depuis que ça a commencé, ceux qui ont le droit de veto, l'Afrique est absente? Merci beaucoup. C'est comme ce que mon collègue a dit ici. Oui. Lorsqu'on a créé l'organisation, la majorité de pays africains, presque tout le monde, on était des esclaves, on était sous les esclavagistes. C'était les Européens qui étaient là. On n'avait pas un mot à dire. Et les statuts, tout ce qui est comme un document des Nations Unies était basé sur ces pays-là et non sur nous. Maintenant, c'est à nous de lutter pour arriver à atteindre les niveaux-là. Et c'est dans tout cela, comme la question que vous avez dit, qu'est-ce que nous y allons faire? Les combats, c'est dans le ring, c'est pas en dehors du ring. Vous voulez combattre, il faut entrer dans le ring. C'est ça. Mais le ring aussi, on va pas. Il faut s'entraîner pour aller dans le ring. Si vous ne s'entraînez pas, donc l'équipement, s'il est absent, le ring va devenir KO. Ouais. Évidemment, raison pour laquelle nous avons toujours des KO dans le ring. Oui, mais parce que quand vous regardez en matière d'échange commercial, l'Afrique, c'est combien? 2%, 54 États, ceux qui sortent d'Afrique. Moins de 2%, 1% et quelques. Voilà, 2%, 54 États, presque 1 milliard d'humains, 1 milliard 400. Voilà, donc comment 2%? Est-ce que tout ça, on va rejeter aux autres? L'Afrique a aussi une organisation. Vous voyez, les Européens, à part les Nations Unies, il y a assez mais qui finance cette organisation? Oui, mais maintenant, l'Afrique a cette organisation qu'on appelle l'Union africaine. Monsieur Mathieu, la main qui donne, comme on dit, est toujours supérieure à la main qui reçoit. Quand on attend tout des Européens, des Nations Unies, mais ils vont nous imposer ce qu'ils attendent de nous. Même dans les élections. Lorsqu'ils nous amènent tous les chariots, les automobiles, les urnes, tout ce qu'ils nous amènent là. Et vous pensez que c'est gratuit? Il n'y a rien de gratuit. Ils vont vous imposer même leur personne, leur candidat. Ils vous disent non, nous voulons celui, on vous finance, d'accord, mais voilà c'est tel qui sera président. De manière insidieuse. Mais pourquoi au Maroc? C'est la main qui donne. Il y a quelques États africains, les exceptions existent. Pourquoi on n'impose pas les autres? Les autres essaient un peu d'avancer. Voilà. L'Afrique d'ici, est-ce qu'on l'impose? Il est aussi pareil dans le BRICS. Il fait l'exception du continent où l'entreprise est là, les hommes travaillent différemment. Monsieur Maté, je vous dirais l'adage que j'aime parfois chez les Congolais quand on dit Mobola Teti. Il y a des gens qui sont pauvres, mais il est dans sa dignité, il ne change pas. Alors donc pour vous, l'Afrique d'ici est dans sa dignité? Mais oui, bien sûr. Mais oui, je vous l'ai dit. Chez nous, les problèmes, c'est quoi? Mon co-débatteur a essayé de relever cela. Il suffit d'un petit problème, directement, elle Kinshasa. Donc on se sépare, j'ai fait le mien. À cause d'argent, à cause de ceci. Moi, je le dis toujours, les Congolais n'aiment pas les Congolais. Bien sûr. Les Congolais n'aiment pas les Congolais. Donc, moi, je me dis, je vais relever quelque chose qui se passe maintenant. Quand on demande à faire quoi? Ce que Fayou nous demande là, je ne sais pas les mots exacts. Le dialogue. Dialoguer. Bon, quel sujet? Non, en fait, quel est le mal qu'il faut dialoguer? Est-ce que tu vois les Congolais? Puisqu'on ne parle pas de partage de pouvoir là-dedans, tout le monde n'est pas d'accord. Mais si on disait seulement à l'issue de ces dialogues, il y aura partage de... dit quoi? Larry dit, il faut qu'on dise ce que Larry dit. Larry dit, depuis 1990, après comprenez mon émotion, Conférence nationale souveraine, il y avait toujours ces palabres, mais ça de marbre, voilà. Tout ça. Et tout ça, ça finit toujours avec cet entonnoir. C'est pour cela que les gens disent non, à quoi ceux de continuer toujours le même entonnoir. Maintenant, prof, économiquement, il ne faut pas accuser les autres. Aujourd'hui, l'Afrique vale quoi? Parce qu'on ne parle pas, il faut quitter les fictions, non? Vous qui enseignez dans des instituts de gestion, qu'est-ce qui bloque cet avancement? Et elles valent quoi aujourd'hui? Pourquoi ça ne change pas? Nous partons aux Nations Unies, nous voyons des discours qui sont vraiment élogiés, mais ça pose toujours problème dans le terrain salarial, social, environnemental, infrastructure.
Moi, je pense que le problème, d'abord, c'est le problème de management, le problème de l'homme. Donc, ce n'est pas le problème des Nations Unies. Donc là, je comprends. Non, je reviendrai. Je suis d'abord au niveau de la RDC. Alors, j'ai dit le problème de l'homme. Il faut qu'on ait des dirigeants qui donnent de l'impulsion à quelque chose. Je vous dis, c'est vrai, ce n'est pas le problème des Nations Unies. Lorsque on extrait le minerai, on va aller le traiter ailleurs et ça nous revient encore plus cher que comme on a acheté. On coupe des bois ici à l'équateur, ici, ça prend, ça vient, les bateaux, ça va en Europe, le meuble nous revient ici plus cher. Là, je dirais que ce n'est pas le problème des États-Unis. Ce n'est pas le problème des Nations Unies, c'est le problème interne chez nous ici. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des dirigeants qui peuvent impulser cela, qui peuvent s'imposer dans les concerts des nations? C'est ça notre problème. Il faut parfois s'imposer. Mais le rapport de force, c'est aussi l'économie. Hein, si les États-Unis contribuent à l'auteur de 25%, de cette organisation, quelle est notre part? L'Afrique, dans 54 États, c'est combien le pourcentage de nos cotisations là-bas? Parce qu'on veut qu'on... Mais oui, mais non, disons aussi la vérité. Ça veut dire que quelle est notre part dans la contribution? Insignifiant, on revient dans la même histoire que c'est lui qui donne à la main au-dessus de l'autre. Il n'y a pas longtemps, M. Gandhi, l'Alliance Atlantique, le président Donald Trump disait non, les Européens doivent augmenter leur participation parce qu'ils ont remarqué que ceux qui mettaient beaucoup de moyens, c'était les États-Unis d'Amérique. Alors, si vous ne vous mettez pas, vous plaignez, vous dites non, ils nous ont dicté, ce n'est pas leur faute. Maintenant, on part sur le discours. Vous avez suivi le discours du président sénégalais. Non, mais finissons d'abord avec notre président. Il a dit beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Non, on va le prendre. On commence d'abord avec le président sénégalais. Il a fait même des propositions qu'il fait ici, qu'il est allé faire là-bas. Dommage, hein, comme le professeur l'a dit. On commence d'abord avec... On n'a pas des autorités... Sédar Senghor. Sédar Senghor est parti il y a longtemps. Oui, on dit que c'est l'exception de l'Afrique, la démocratie sénégalaise. Donc, aujourd'hui... Je me rappelle d'un professeur quand il nous disait, Paul Thureau, en France, professeur d'économie internationale, que l'Afrique peut s'en sortir pour peu qu'il puisse s'industrialiser. Et ça s'avère vrai aujourd'hui. Si nous ne sommes pas industrialisés, nous ne pouvons pas avoir des plus-values. Regardez, nos diamants ne sont pas industrialisés. Nos matières premières ne sont pas industrialisées. Comment voulez-vous qu'on puisse retirer... des dividendes par rapport à ces matières premières. Là, le président parle de l'industrialisation et de la diversification de l'économie. Tout le monde en parle. Et depuis qu'on en parle, depuis 60 ans ou plus, mais sur le terrain, on ne voit pas la réalité. Alors qu'on a un des voisins qui est de la SADC, j'aime bien toujours parler de ce cas-là, de Botswana. Botswana a comme principale richesse le diamant de joaillerie. Mais ils transforment, ils ont obligé les entreprises de transformer cela sur place. Aujourd'hui, le Botswana gagne beaucoup d'argent. Le Botswana a une ouverture au monde où il y a l'appel des investisseurs extérieurs. Quand ils viennent investir pendant 5 ans, ils ne payent rien. Obligation simplement d'embaucher les gens. Quand ils embauchent les gens, je le dis sous couverture du professeur Joël, ces gens-là, quand ils ont leur salaire, ils deviennent des consommateurs. Et l'État récupère les taxes TVA, taxes sur valeur ajoutée. Taxes à la valeur ajoutée, et l'État récupère de l'argent, etc. Au Botswana, aujourd'hui, un enseignant touche plus qu'un directeur ici. Un enseignant touche 1300 $, à contrario d'un député qui touche 1800 $. L'école est gratuite jusqu'à l'université. Ils ont un budget de combien? Là, il faut que je fasse les recherches. De combien? Ah oui, mais parce que c'est ça aussi. Quel que soit le cas, c'est ça aussi, mais les résultats comptent. Le taux de chômage est de combien? Très peu par rapport à nous. C'est tout ça, donc la contribution. On parlera prochainement de ça. Ça fait que aujourd'hui, je pense que le Botswana est un exemple patent. Où l'économie fonctionne, où le pays s'industrialise. Mais il n'y a pas longtemps, le président Tshisekedi était là-bas pour le diamant, pour relancer MIBA. Où il y a des infrastructures. Le diamant, il ne faut plus tabler sur le diamant. Le diamant est en déperdition. Puisqu'aujourd'hui, non seulement c'est épuisable,
mais le diamant, on a sur le marché le diamant de synthèse. De synthèse. Comme demain, on aura d'autres produits qui vont remplacer le cuivre, etc. Pour le cuivre, j'en ai parlé ici plusieurs fois. D'ici peu, puisqu'on ne suit pas des conférences sur le droit de la mer, d'ici peu, les pays occidentaux vont exploiter ce qu'on appelle le nodule polymétallique. Dans ces nodules polymétalliques qui sont des cristaux de verre, qui renferment les mêmes matières premières que nous avons, comme le cuivre, le nickel, le manganèse, etc., à très forte teneur. Ça fait que demain, on va se retrouver peut-être dans 5 ans, nos matières premières de cuivre et autres sont sur le marché, personne n'en veut. Ou alors, le prix vont baisser même de 10 fois moins, c'est-à-dire par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc, il y a non seulement ce problème de l'industrialisation du pays, chercher des plus-values, mais aussi il faut qu'on puisse financer quelques chercheurs pour savoir, au-delà de la diversification de l'économie, qu'est-ce que nous pouvons nous apporter sur le marché international qui puisse nous aider dans cette diversification de l'économie. Et regardez, les États-Unis vous a donné. Pour finir, regardez, on était là, on a eu des ministres de commerce extérieur, des ministres d'économie, etc., qui ne savaient pas que les Chinois avaient besoin de piment, ils avaient besoin d'autres produits, etc. On pouvait développer ça, vendre dans le monde entier. Il a fallu seulement qu'on aille en Chine, que la Chine dise on a besoin de vos piments ou de vos céréales pour qu'on se réveille. Mais là chez Gandhi, on ne part pas dans celle qui disait que voilà, les Européens venaient dans le continent pour chercher le piment. Vous recommencez encore l'histoire du piment. C'est encore actuel. Non, mais ça pose un problème. L'histoire des piments. Ça pose encore un problème. Les épices. Ah, donc là, ça revient avec l'autoroute des choix. Maroc, maintenant, c'est les tomates. Mais bien Maroc, premier producteur de tomates. Mais et ils exportent. Oui, les tomates. Et maintenant, c'est un pays, c'est un bel exemple aussi, le Maroc. Non, mais c'est qu'ils vont exporter. Qui, en dehors de l'agriculture, s'industrialise. C'est qu'ils vont exporter. Il faut regarder le Maroc aujourd'hui. Il met combien dans le secteur de l'agriculture? Il y a combien de banques qui sont destinées dans l'agriculture? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des banques oui, à nous? Logiquement, c'est ça. C'est pour ça que je dis que le problème avec ces 79e conférences des Nations Unies d'Assemblée Générale, je crois que l'Afrique doit voir ces déficits qui sont dans le continent. Au lieu que vous commencez toujours à dire la même chose, que nos blocs, ils ont fait pour eux. Parce que regardez pays par pays. Comment fait-il au Maroc aujourd'hui? On voit que l'économie est diversifiée. Le nombre de kilomètres de routes qui doit faire acheminer des marchandises au Maroc est supérieur à la nôtre. Le port, l'aéronautique, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas la faute des Nations Unies. Vous, les intellectuels congolais, proposez quand même les choses. Non, mais on ne doit pas aller demander... pour le commerce équitable, on peut s'imposer en ayant déjà une économie forte, diversifiée. Quand vous avez un taux d'informel tel que la nôtre aujourd'hui, et ça, c'est la faute des Nations Unies? C'est la faute à la gouvernance de ce pays, de nos pays, je peux dire en général. Puisqu'on voit, vous avez cité les cas de l'Afrique du Sud. Pour moi, l'Afrique du Sud, c'est le prolongement de l'Occident. L'Afrique du Sud est gérée dans les mêmes paramètres que l'Occident. Quand tu regardes le cas du Maroc que vous avez cité aussi... Revenons dans le discours. Le discours, parce que la régie nous signale des gens que l'heure est en train de partir, la télé c'est le temps. Non, le discours, ce qui peut être pris en compte réellement, c'est le problème d'insécurité dans nos pays, notamment le cas du Congo. Les insécurités. Parce qu'elle est dans le logement, elle est dans le travail, elle est dans l'électricité. Je parle ne serait-ce qu'au niveau des conflits armés. Quand ça existe chez nous, on a toujours tendance à aller de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, déjà du point de vue interne, j'ai vu à un moment donné la critique, il y a eu des critiques pendant plusieurs années des Nations Unies. Les Nations Unies ne peuvent pas mettre l'ordre dans notre pays. On le dit dans un droit international, quand un pays commence à faire appel à un État tiers pour pouvoir mettre de l'ordre dans son pays, c'est un État qui n'existe pas, un État qui perd le pouvoir. C'est-à-dire pour qu'on n'ait pas de conflits, ils ont agi en Europe. Le conflit qu'il y a eu chez nous, par exemple, c'est un manque de bonne gouvernance. Regarde, on a des territoires entiers où il n'y a pas de forces de sécurité, que ce soit la police, l'armée, ni le problème des espions, l'ANER, des MIAP, il n'y a pas. Si dans tous nos territoires, on avait toute l'administration que je viens de citer ici, pour moi, ce serait difficile qu'un corps étranger, qu'un groupuscule de rebelles, même soutenu par un État tiers, puisse rentrer facilement. Donc, il y a eu péril à la demeure par le fait de l'inexistence d'un État réel. Si on a un État réel, pas factice comme aujourd'hui, on aura l'administration des administrations partout. On va contrôler
qui rentre, qui sort, etc. Allez en Belgique aujourd'hui, rester une semaine dans un quartier, on le sait. Les autorités sont au courant. Ici, c'était le cas à l'époque belge, c'était le cas avec Kasavubu, même quelques années de Mobutu. On savait qui venait des Kananga, qui venait des Kisangani, etc. On contrôlait la population. Donc, les discours de M. Diofaye, ça ne vous intéresse pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous pouvons faire, nous, ici, avec les moyens modernes d'un État moderne. C'est ce qui importe. Diofaye ou les autres Africains. Il vous a donné une belle leçon. Hein. Je pense que même à Washington, il a dormi dans l'ambassade. Pourquoi les autres États ne font pas? Parce que à chaque fois, on voit que les Sénégalais sont réalistes. Moi, je vous ai dit d'entrée des jeux que quand un État invite, comme le président Tshisekedi est invité en France, etc., la prise en charge est prise par la France. Les Nations Unies, il y a une prise en charge. Lui veut faire du buzz au niveau des médias. Du buzz. Mais d'ailleurs... Et il y a des factures. Sur le plan économique, si il arrive à dire qu'il y a une monnaie sénégalaise, là, je dirais oui. Mais pour le moment, ils ont toujours le CFA. Pour le moment, leur avoirs transitent par le trésor français. Discutons d'économie. La réalité est là. Au-delà des discours. Oui, mais les symboliques aussi comptent. Le symbolique. Quand vous arrivez... Avant lui, il y a eu des gens qui ont joué au symbole. Le Burkina Faso, notamment les jeunes, comment on l'appelle? Il est mort depuis. Thomas Sankara. Combien de Sankara on a eu dans le passé en Afrique? Ça donnait quoi? Il faut être réaliste. Moi, je préfère vivre dans un pays comme le Botswana, qui est réaliste, dont les gens, les citoyens gagnent leur pain à la sueur de leur front et ils sont respectés, respectables. Je préfère ces cas-là concrets où il y a développement non seulement de l'État, de l'économie de l'État et de population. On n'a pas à avoir des discours un peu marxisants, mais c'est fini ça. Même au niveau de la Chine, même la Chine aujourd'hui est sortie de ces discours. La Chine est devenue réaliste. Mais la philosophie, un mot sur la philosophie de l'autoroute du choix. Parce que vous parlez de Marx. Ils veulent amplifier leur développement. Ils veulent participer à la domination du monde. Ça va, c'est bon. Prof, un mot sur le discours de Diofaye, le président sénégalais. Il est symbolique. L'avocat, il dit non. Non, moi, je me rallie totalement à lui. Ah bon? Oui, cette époque-là est révolue. Oui, du symbole. Cette époque, oui. Trop de discours, trop de baises, faites ceci, sans qu'en réalité... Vous appelez ça baise? Mais oui, bien sûr. L'homme qui arrive, il dit, voilà, toutes les maisons là où les gens, le pêcheur n'avait plus le droit de rentrer dans le littoral dakarien, et il dit, voilà, on doit lever tout ça pour que le pêcheur retourne. Il va à Mozambique, il dit, bon, moi, chez moi, les gens, au lieu d'aller en Europe, dans des bateaux invivables, qu'est-ce qu'on fait? Il faut négocier avec les Mauritaniens pour le littoral, pour que le pêcheur sénégalais puisse avoir un peu du travail. Il voit avec les Chinois qui pêchaient dans le côte sénégalaise, pour que le pêcheur sénégalais puisse, c'est le cas aussi aujourd'hui, dans le littoral du Mwanda. Donc ça, pour vous, c'est du symbolique. Donc cet homme-là est uniquement le populisme. Mais prof, un mot sur ces discours, parce que j'ai vu les confrères de tout le pays francophone, et c'est un peu de dire, voilà, c'est un discours, parce qu'on ne peut pas faire l'économie sans confiance, sans le respect. Monsieur Mathieu, et nous sommes dans une chaîne économique. Entre le dire et le faire, il y a un trou. Il y a un grand trou là-dessus. Alors, la plupart de nos politiciens, surtout africains, ce qu'ils disent souvent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ont de très bons discours. Alors, en réalité, sur le terrain, c'est autre chose. Nous vivons autre chose. Et vous savez combien de temps Diofaye est au pouvoir? Parce que vous dites le dire et tout ça. Vous savez combien de temps il est au pouvoir? Bon, c'est son premier mandat, il est dans son premier Avec mandat, son leader, ils sont toujours ensemble ou pas? Oui, ils sont ensemble. Et chez nous, ça devait rester longtemps comme ça? Non, nous avons des preuves. Non, vous le dites vous-même. Là, vous êtes en train de nous rejoindre, en fait. Là, vous êtes en train de nous rejoindre aussi. Ça, c'est la réalité. Voilà. Allez-y comprendre les francophones. Voilà. Ça, c'est la réalité chez nous. Je pense que si nos dirigeants pouvaient être aussi réalistes par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je dis toujours, en RDC, il y a eu de très bons discours. Des tests, des très bons tests. L'autre fois, je suivais le professeur Mbata. Il dit, la constitution qu'on a là, c'est très bien fait.
très bien fait. Mais le problème, c'est au niveau de l'applicabilité sur terre. C'est ça le problème avec nous. Même les manifestes de l'Ancélé de l'époque de Mobutu, c'est des tests. Moi, j'ai à lire ça, des tests très bien. Mais qu'est-ce qu'on a vécu avec Mobutu sur terrain? C'est ça avec nos politiciens. Ils nous parlent de très beaux discours, mais sur terrain. Papa. Moi, j'ai besoin d'un leader qui donne de l'impulsion dans toutes choses, dans l'économie. Il s'élève aujourd'hui, désormais, rien, on va construire nos usines ici. Rien ne pourra sortir ici à l'état brut. On va transformer ça ici. Donc, le point sur le point, gouvernement, vous faites sortir l'argent, on investit sur place et il est prêt à tout. C'est ces gens-là que nous avons besoin dans notre pays. L'Afrique a besoin de ces gens-là. L'Afrique a besoin de Kadhafi. 30 secondes, nous atterrissons parce qu'on ne peut pas, nous émettons à Kinshasa, la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi aussi a pris la parole dans l'Assemblée générale. Je commence avec le juriste. Non, je vais dans le prolongement du prof. Ce qu'il a dit, il vient de dire, c'est crucial. Et le président Tshisekedi a navigué dans ça, a plaidé le fait qu'on a besoin désormais de faire en sorte que nos produits de la nature soient transformés sur place. Je pense qu'il y a eu entre-temps des pourparlers avec les États-Unis qui sont prêts à mettre en place, et j'espère que ça se fera, des industries d'extraction des minéraux tels que le coltan, le cuivre, etc. Il faut qu'on parvienne à cela. Si on ne parvient pas à cela, on ne va pas s'en sortir. Il faut dire que c'est un moment très important pour nos États africains. Pourquoi important? Parce que nous avons vécu la bipolarité pendant la guerre froide. Ensuite, on est sorti de la guerre froide après les années 89. On a vécu la multilatéralité. Mais aujourd'hui, le bateau Nations Unies est en train d'étanguer. Il y a des forces nouvelles qui commencent à sortir. Je pense que Mathieu, tu l'as dit. Tu as parlé de BRICS. Les BRICS sont en train de mettre en difficulté les Nations Unies telles que ça fonctionne aujourd'hui, puisqu'ils veulent arriver à avoir, au travers de la Chine et de la Russie, d'avoir leur banque, leur fonds monétaire international, etc. Donc aujourd'hui, les États-Unis commencent à se réveiller, ils voient les dangers arriver. Ils sont en train de s'approcher, de se rapprocher de la RD Congo, notamment par rapport à ça, puisque le bastion, la RD Congo, c'est un bastion à ne pas perdre par l'Occident. Si l'Occident perd la RD Congo dans tous les domaines, notamment au niveau de l'environnement, au niveau des matières premières, ce sera fini pour l'Occident. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, Biden va venir en Afrique. Il viendra en Afrique et passera par l'Angola. Il y a à défaut, il ne viendra pas ici. Hein. Non, il ne viendra pas ici. 50 ans d'histoire, aucun président chinois est venu ici. On n'a pas besoin qu'il vienne ici. Mais l'économie. Il faut faire l'économie. Pour faire en sorte que la RD Congo ne puisse pas sortir de leur giron. En ce moment-là, ils vont prendre une décision. Je pense que la décision est prise. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis en exergue le conflit de l'Est. Ils ont parlé plutôt du Soudan, de l'Ukraine, du Liban, etc. Pas de notre pays. Ils sont déjà à une autre page. Nous, on est resté à la page au conflit. Je pense qu'il vient pour dire on arrête les dégâts à l'est du pays. Je pense. S'il ne le fait pas, attendons-nous à voir qu'il y aura un conflit armé. Du fait que les derniers militaires que nous avons fait former en Israël sont rentrés au pays. Des corps de l'armée qu'on n'avait pas, c'est-à-dire le commando spéciaux, les paracommandos, sont formés. Il y a plusieurs dizaines qui sont rentrés. Ou alors, on sort du conflit de manière pacifique, tel que c'est dit aussi en filigrane par le président Tshisekedi. Si on ne sort pas de là, ce sera un conflit. Notre président, comment il s'appelle, rwandais, va partir. D'ailleurs, j'ai fini. La parole vous revient. Symboliquement, vous n'avez pas vu qu'il était absent. Le président rwandais n'était pas aux Nations Unies. Il n'était pas dans son pays. On lui a dit d'aller faire un peu la récréation à Singapour. On verra la suite. Il faut suivre ça de très près. Est-ce que ces assemblées générales ne pouvaient pas prendre un peu le tournure économique parce que le vrai problème, les insécurités qu'on traite tant, le vrai problème est dans le terrain économique. Nous voyons que l'Afrique, 3/4 des gens ne travaillent pas. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'infrastructure. Est-ce que ça peut être les discours des chefs d'État? Parce que là, 30 secondes pour le discours du président Tshisekedi. On ne peut pas changer un peu, que ça devienne beaucoup plus dans la logique économique, parce que nous avons un vrai problème économique dans le continent.
En tout cas, vous m'excuserez beaucoup. J'ai entendu beaucoup de discours avec trop de promesses de notre président. Et franchement, je vous le dis, j'y crois plus. Vous croyez plus? Pourquoi? Parce que ce que je disais, les promesses et les réalisations, il y a un trou. Donc vous attendez d'abord que ça se réalise. Mais non, là, sans être le prophète de malheur, ça ne va pas se réaliser. Ça ne va pas se réaliser. Ouais. Oh. Donc, j'y vais. Oui. Déjà, en donnant le gouvernement Oui. à la dame maman Soumina. Oui, oui. Ça fait les 100 jours. Il y a des réalisations. Ils ont déposé l'avant-projet, la loi de finances 2025. La loi rectificative a été déposée à l'Assemblée nationale. Voilà. Vous voulez quoi encore? Le travail est en train de faire. Voilà, en tout cas, nous vous remercions pour cette émission d'aujourd'hui, professeur Joël. Et puis, l'avocat, M. Gandhi, jurisconsulte. Alors, le sujet était là. Si vous voulez être à la place des invités, n'hésitez pas à nous contacter via toutes les plateformes, liker et partager à tous les francophones du monde, parce que c'est une chaîne francophone. Et n'hésitez pas à nous partager. Mais nous n'oublions pas aussi les Congolaises et les Congolais, parce que nous émettons dans la première démographie de l'espace francophone, qui est la République démocratique du Congo, aussi aux techniciens de la chaîne francophone de Kinshasa. Merci quant à moi. Prochain numéro de Sageko. Ouais. Merci. Merci bien. Sageko. Présenté par Mathieu Takizala.